Déjà, merci de nous avoir invité à la ville de Vichy à parler de ce que l'on fait. Attention, enfin, je tiens vraiment à mettre pas mal comment dire, de l'eau dans notre vin parce que voilà, il faut vraiment adapter à chaque territoire, à chaque euh, commune, à chaque collectivité, ses moyens, ses contraintes, etc. Donc, c'est pas parce, enfin, moi, je vais vous parler de ce que l'on fait. Il y a des choses qui sont transposables, des choses qui sont peut-être un peu plus compliquées à appliquer et qui ne sont pas forcément pertinentes. Donc, voilà, n'hésitez pas à prendre du recul par rapport à ça, quoi. Euh, voilà, donc Vichy, vous connaissez probablement, enfin, la plupart d'entre vous peut-être connaissent Vichy, qui est une ville qui fait à peu près 600 hectares, qui est au cœur d'une agglomération, un territoire qui est assez urbanisé. Enfin, la superficie de Vichy est quasiment intégralement bâtie, hormis pour certains espaces, donc pour les parcs d'alliés notamment, historiquement, pour des espaces qui sont un peu plus compliqués d'urbaniser. Voilà. Donc, globalement, on a un territoire qui est très dense, très bâti, et ça a un impact voilà, sur le climat urbain, comme on va pouvoir le voir par la suite. Vichy s'insère dans un territoire qui est bien plus large, hein. On a 39 communes sur l'agglomération et on a une trame verte et une trame bleue qui sont très, très importantes, avec donc évidemment l'Allier qui traverse l'agglomération, le Sichon qui est un des principaux affluents de l'Allier qui arrive, qui va faire l'objet d'ailleurs d'un projet et qui structure l'agglomération et cette trame verte et bleue. Donc ça, c'était le SCOT. Le PLU reprend les orientations du SCOT, évidemment, avec la préservation des espaces de nature en ville sur un milieu qui va être très urbanisé, et y compris sur les alignements d'arbres. Aliments d'arbres qui, globalement, sont présents historiquement, en fait. On est à Vichy, on dit que les arbres chatouillent les balcons. C'est-à-dire qu'on a comme je vous le disais, un tissu urbain qui va être très dense, avec des emprises d'espaces publics qui vont être assez limités. Par exemple, on peut descendre jusqu'à 7 mètres ou des fois 10 à 11 mètres. Et de part et d'autre de la rue, on va planter des arbres. Des arbres de première grandeur ou seconde grandeur, donc des arbres qui vont pouvoir pousser potentiellement à 15-20 mètres de hauteur. Donc, ça implique un gros suivi pour que il n'y ait pas de réaction des habitants également, parce que il ne faut pas que les arbres viennent trop chatouiller justement les balcons. Donc, ça implique des tailles régulières, un plan d'élagage annuel et que l'on renouvelle avec un temps de retour sur certaines rues assez important. Quoi qu'il arrive, donc au-delà de ces contraintes, euh, ces aliments au-delà des grands parcs, le parc des Sources et les parcs d'Allier, ce sont aussi ces arbres qui donnent à Vichy cette impression d'être dans une ville-parc, avec partout où vous tournez la tête, vous aurez forcément une rue avec des arbres, quoi. Et ça, alors ça peut paraître anodin, mais c'est quand même assez intéressant et ça a un fort impact dans notre capacité à lutter contre les effets du changement climatique. Donc là, je vous ai mis par exemple le plan Rond de Pierre qui date de la deuxième moitié du 19e siècle, où on voit la trame urbaine qui commence à se dessiner avec les grands axes, l'avenue Thermale, la rue de Paris, qui sont d'ores et déjà plantés. Voilà. Avant même qu'elle soit bâtie. Donc, une petite photo aérienne pour, pour faire passer cette impression de ville-parc où, quand on s'élève un peu, alors dessous, peut-être qu'on ne le voit pas forcément, mais dès qu'on s'élève un peu, on se rend compte qu'on a vraiment une ville très arborée et très verte. Ces arbres, de manière générale, sont protégés. Ces espaces verts aussi, hein, donc les parcs d'Allier, le parc des Sources, etc., à divers titres, soit en tant que site classé ou en tant que monument historique pour le parc des Sources. Et tous les arbres d'alignement, quasiment du secteur patrimonial remarquable, donc c'est-à-dire la VAP, hein, je ne sais pas si vous êtes familier de, de, de cette classification d'urbanisme, qui vise à protéger, à préserver l'aspect patrimonial d'un secteur, d'une zone, et qui protège chaque arbre des alignements qui sont signifiés sur la carte du secteur patrimonial remarquable. Donc, on voit par exemple sur cette carte-là, qui est la carte du SPR, on voit un ensemble d'alignements qui sont repérés et protégés. Et ça, c'est un argument, au-delà de notre argumentaire, des fois, quand les gens se plaignent, ça arrive, hein, qu'ils se plaignent des feuilles dans leur chéneau ou qu'il faut qu'on vienne tailler parce qu'ils ne voient pas grand-chose chez eux au plein mois de mai, etc. Donc, quand on leur répond, évidemment qu'on va intervenir pour essayer de tailler dans les règles de l'art les arbres, mais
on leur fait comprendre aussi que ces arbres font partie du patrimoine, font partie de la candidature à l'UNESCO de la ville, que ce sont des arbres qui sont protégés et qu'au-delà de ça, ils remplissent un certain nombre de fonctions écosystémiques. Voilà, notre vue aérienne où on voit, voilà, vous voyez par exemple, je ne sais pas si vous voyez ma souris, dans le prolongement de l'allée centrale du parc des Sources, on voit l'avenue Thermale. Donc, c'est une rue qui est assez étroite et qui est doublement plantée d'érables. Alors, à savoir que, donc, je vous disais que les gens appellent par exemple pour se plaindre, mais qu'ils ils n'appellent pas entre mai et septembre. C'est-à-dire qu'on a énormément enfin, on a de moins en moins d'appels, quasiment jamais maintenant, depuis quelques années, d'appels l'été, parce que les gens ne se plaignent pas d'avoir un arbre devant chez eux, au contraire. Voilà, une autre traduction de l'importance de la trame verte sur Vichy, c'est voilà, cette carte qui permet de dire qu'il y a presque personne, ou presque aucun habitant dans Vichy qui est à moins de 300 mètres d'un espace vert. Donc ça, c'est vraiment une manière de traduire voilà, l'importance de la trame verte. Voilà. Maintenant, on a commencé un peu à parler des effets du changement climatique. On en entend beaucoup parler. Je me suis concentré sur différents effets que l'on ressent de plus en plus sur Vichy, à savoir trois principaux problèmes. Donc, on a d'abord les coups de vent qui sont de plus en plus fréquents. Donc, c'est des coups de vent qui peuvent intervenir, voilà, qui sont souvent au printemps, l'été, etc. Alors, de forts orages, par exemple, qui sont plus ou moins prévisibles, ou en tout cas dont la force et la violence sont plus ou moins prévisibles. Par exemple, on a au parc Omnisport, on a perdu l'équivalent de 200 à 300 arbres en l'espace de même pas une heure. Voilà, donc c'est des choses, c'est des événements climatiques que l'on n'observait pas ou peu avant, quoi. En tout cas, pas sur ces périodes-là. Le deuxième point, c'est les sécheresses qui vont être de plus en plus fréquentes et sévères. À noter qu'à Vichy, nous avons eu notre premier arrêté de restriction totale de l'arrosage, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus rien arroser. Il n'y avait plus de restrictions horaires, etc. C'était vraiment restriction totale de l'arrosage. Donc, ça veut dire plus une goutte d'eau partout, y compris sur les terrains de sport, sur les jeunes plantations, etc. Donc, ça a des implications, évidemment, au-delà de l'économie du sport qui est assez importante à Vichy, économique par rapport et comment dire, de santé publique, puisque le renouvellement du patrimoine arboré qui est fondamental, qui se fait d'année en année, ne pourrait plus se faire, puisque quand vous arrêtez d'arroser un arbre en plein mois de juillet, vous avez de fortes chances de le perdre et de devoir le replanter à l'automne. Donc ça, c'est assez problématique, et du coup, on était rentré un peu dans des discussions avec la préfecture un peu serrées voilà, pour faire comprendre que, au moins pour demander des dérogations par rapport à ça. Et enfin, donc Vichy, qui est traversé par l'Allier, on peut avoir des risques d'inondation et d'engorgement des réseaux unitaires et des eaux pluviales lors de forts orages, et ce qui arrive également de plus en plus. Donc là, c'est sur un autre point que l'on travaille, c'est sur tout ce qui est désimperméabilisation. Et in fine, en fait, quand on parle de tout ça, ce n'est pas simplement pour la nature, etc. C'est un problème également de santé publique. Donc c'est aussi là-dessus que l'on joue quand on argumente à la fois vis-à-vis de nos élus, mais et principalement vis-à-vis de nos habitants. Donc là, je vous ai mis un titre de la montagne sur leur site internet, donc, qui date de l'été dernier, où on a eu un record de chaleur à Vichy, donc 41,3 dans le centre-ville en plein mois de juillet, quoi. C'est pour exprimer voilà, ces vagues de chaleur, ces canicules en fait, qui sont accentuées par des îlots de chaleur urbains. Un îlot de chaleur urbain, c'est du fait du revêtement et du fait de l'artificialisation des sols en milieu urbain, en fait, on va avoir des températures qui vont avoir tendance à augmenter au-delà de ce qu'elles peuvent, enfin, des températures que vous pouvez observer à la campagne, en milieu urbain. Et l'énergie qui va être emmagasinée la journée va être restituée la nuit, et ce qui va limiter la capacité de rafraîchissement des villes. Et en fait, vous allez avoir du coup des températures qui vont augmenter de manière générale et une amplitude journalière qui va diminuer. Donc, en fait, vous allez avoir plus chaud de manière générale et plus chaud la nuit. Voilà. Donc, ça, c'est un enjeu également de santé publique. Et étant conscient de tout ça, les édiles et voilà, les techniciens à la ville ont
pris la décision de mener une étude en 2020 pour quantifier ces effets d'îlots de chaleur dans différents endroits et l'apport que pouvaient avoir différents types d'espaces de nature en ville. Et on s'est rendu compte, donc, à travers différentes typologies, des places minérales, des places arborées, des rues plus ou moins orientées au sud et plus ou moins arborées. On a pu quantifier ces effets d'îlots de chaleur et l'impact de la trame verte sur ces effets d'îlots de chaleur. Par exemple, sur la place Charles de Gaulle, alors je ne sais pas si vous connaissez Vichy, mais vous allez au niveau de la Poste, pas loin de la mairie, vous avez la place Charles de Gaulle qui est juste devant l'hôtel des Postes. Et on a une partie de la place qui est très minérale et une partie qui est très arborée. Et là-dessous, je vous ai mis un graphe qui exprime en fait l'évolution de l'écart de température entre la place Charles de Gaulle, qui va être non arborée, et celle qui va être arborée. Donc, le graphe, là, s'est arrêté en juillet, mais on est arrivé à des écarts de température d'au moins 3 degrés en moyenne diurne. Donc, sur l'ensemble de la journée, voilà, on avait 3 degrés de température. Alors, vous allez me dire, 3 degrés de température, ce n'est pas énorme. Eh bien, si. Pourquoi? C'est que, en fait, quand vous avez ces écarts de température, vous êtes souvent sur des températures entre 35, voire au-delà de 40 degrés. Et l'inconfort thermique n'est pas du tout linéaire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous prenez juste 1 degré de température en plus que vous allez vous sentir pareil que d'1 degré en moins. Voilà, c'est comme les décibels. Votre inconfort va augmenter de façon exponentielle et à un moment donné, vous allez soit faire un malaise, soit avoir un problème de santé, soit être en état complètement un véritable état végétatif. En fait, vous n'allez plus pouvoir rien faire et ça va avoir un impact sur la santé des gens. Voilà, donc sachant que ça, c'est des températures moyennes. Évidemment, sur cette place, on a observé des écarts de température jusqu'à 9 degrés au mois de juillet. Donc, c'est des écarts qui sont absolument énormes et qui permettent de quantifier l'impact de ces espaces de nature. Là, c'est l'impact, voilà, toujours en écart de température entre une rue arborée et une rue non arborée. On a 5 degrés de température, là, pour le coup. Et alors là, pour le coup, c'est les orientations nord-sud, c'est les orientations qui sont les plus problématiques. Voilà. Même chose, où là, je vous invite à regarder le graphe en haut à gauche. Donc, c'est l'indice humidex. En fait, c'est un indice qui est calculé à partir de l'hygrométrie, donc de l'humidité relative de l'air et de la température, et qui permet d'approximer l'inconfort thermique. Donc, c'est à quel point vous vous sentez mal. Donc, regardez bien, voilà, plus c'est rouge, plus ça tire vers le rouge et le jaune, plus vous êtes dans l'inconfort et dans un phénomène qui est lié aussi aux îlots de chaleur, quoi. Donc là, on est sur une rue nord-sud, donc la plus exposée au sud, qui est non arborée. Et maintenant, regardez sur la rue de Strasbourg, qui est une rue également exposée nord-sud, mais qui est très arborée, donc avec un aliment qui va être très dense, avec des érables planes pourpres, donc avec un feuillage qui va intercepter beaucoup de lumière, donc qui va offrir beaucoup d'ombrage. Voilà, donc on a, je ne sais pas si vous voyez la différence, c'est assez frappant. Donc voilà, tout ça c'est le constat. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre tout ça? On va avoir 2 points. C'est dans un premier temps préserver le patrimoine existant, parce que c'est vraiment il faut déjà s'appuyer sur ce que vous avez aujourd'hui et après le développer, c'est ce qu'on verra dans un second temps, pour lutter et faire face à ces effets. Donc, pour préserver votre patrimoine, déjà, il faut le connaître. Donc, à la fois pour le patrimoine arboré, il faut connaître votre patrimoine, donc quelles espèces, dans quel état est votre patrimoine, et ainsi de suite. Donc, c'est tout l'enjeu, par exemple, des plans de gestion différenciés. Vous êtes probablement au fait de ce terme. Donc, c'est savoir combien vous avez de surface de massifs fleuris, et combien vous avez de surface de vivaces, est-ce que vous avez de la prairie, est-ce que vous avez des espaces tendus, ainsi de suite. Tout ça, vous allez l'inventorier, mieux le connaître, vous l'approprier, et après, adopter des mesures de gestion appropriées en fonction de vos objectifs. Objectifs qui peuvent être plus ou moins tournés vers une forme de gestion horticole, donc relativement intensive, ou une gestion plutôt dite naturelle ou extensive. Il va falloir également former les agents
et être au contact du terrain pour expliquer des changements qui peuvent être parfois perçus comme un peu rétrogrades. Et les agents sont plutôt friands en général, parce que le jardinier par nature est plutôt curieux, donc ils sont plutôt intéressés de voir évoluer les palettes végétales et les pratiques. La mécanisation aussi qui est fondamentale, enfin, l'évolution de la mécanisation est énorme en fait. Hein. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de robots, par exemple, pour le traçage des terrains. Enfin, il y a énormément de choses qui se passent et les agents sont la base de ce changement-là, quoi. Les changements de pratique également qui doivent être inclus dans le plan de gestion différencié et adoptés par les agents. Donc, c'est notamment une plus grande prise en compte du sol. Donc, par exemple, sur du paillage, sur différents types de paillage, donc des pallages biodégradables, par exemple, ou du BRF, tout ce qui est bois raméal fragmenté, du bois qui va être broyé. Tout ce qui va être gestion et contrôle de la végétation spontanée, par exemple. Donc, vous savez que depuis le 1er janvier 2017, on n'a plus le droit d'utiliser les produits phytosanitaires sur l'espace public. Les privés n'ont plus le droit depuis le 1er janvier 2019. Et au 1er janvier 2022, ça va être très compliqué sur les terrains de sport et interdit, il me semble, sur les cimetières. Donc, voilà, tout le monde va être à peu près à la même enseigne. Et il va falloir que tout le monde se mette un peu à adopter un nouveau regard sur la flore spontanée. C'est la plante qui va pousser au pied de votre arbre naturellement, qui va venir spontanément. Donc là-dessus, il y a énormément de choses à dire. On pourra en discuter à la fin si vous voulez, mais ça fait partie des changements de pratique qui doivent être évalués. À Vichy, du fait de l'importance du patrimoine arboré, on a fait voter au conseil municipal un barème d'évaluation de l'arbre qui permet de la valeur de l'arbre, qui permet d'évaluer, de monétiser l'arbre en tant qu'élément du patrimoine urbain, quoi. Donc, ça veut dire que, par exemple, si vous avez quelqu'un qui va vous défoncer un jeune arbre parce qu'il aura fait un créneau un peu fort, ou alors parce que lors de travaux, une entreprise qui n'aura pas fait forcément attention aux racines ou à une branche, par exemple, vous pourrez très bien évaluer cette valeur-là et utiliser ce barème comme un outil à la fois de sensibilisation dans un premier temps, mais également peut-être sur un côté un peu plus punitif ou à travers une sanction, quoi. Il y a également des procédures adaptées pour le travail des entreprises à proximité des arbres et des espaces verts de manière générale. Et on a aussi une coordination avec les concessionnaires. On travaille, tous les mois et demi à peu près, on travaille avec les concessionnaires qui vont avoir des travaux parce que voilà, dans un milieu urbain, vous avez toujours des travaux sur les réseaux. Pour anticiper, par exemple, pour des travaux, quand vous refaites une rue pour ne pas revenir dessus 36 fois, et ben vous demandez à tous les concessionnaires pour savoir où passent les réseaux, est-ce que l'on peut planter, est-ce que vous êtes en mesure de refaire le réseau, etc. Et ça passe in fine par des techniques douces. Pour protéger ce patrimoine naturel que vous avez en ville, il faut utiliser de plus en plus des techniques douces. Donc, par exemple, des aspiratrices. Donc, c'est des poids lourds qui sont dotés d'énormes aspirateurs. En fait, vous avez une énorme trompe à l'arrière du camion et qui permettent d'aspirer tous les matériaux et de laisser en place les plus grosses racines pour à la fois préserver l'ancrage des arbres et à la fois leur statut physiologique. Voilà. Donc, ce sont des pistes de réflexion, mais qui sont relativement générales et on pourra éventuellement les approfondir tout à l'heure. Donc, connaître le patrimoine à Vichy, par exemple, ça s'est fait à travers une étude de biodiversité, un peu à l'instar des atlas de la biodiversité communaux qui ont été lancés vers les années 2018-2019. Énormément de communes ont emboîté le pas à ces démarches-là à travers la France. Et alors nous, on était juste un peu avant, mais c'était exactement le même principe, quoi. Et qui a permis d'inventorier l'ensemble de notre patrimoine, savoir quelles espèces se développaient, est-ce qu'on avait beaucoup d'oiseaux, des chauves-souris, etc. Donc, et du coup, ça a permis d'inventorier un certain nombre d'espèces. Donc, par exemple, comme cette petite orchidée-là, alors qui n'est pas forcément très rare, mais qui était tondue auparavant, parce qu'on tondait tout. Et en 2016-2017, on a mis en place l'équivalent de 20 à 25 hectares de prairies à travers différents sites, jusqu'en plein centre-ville, par exemple, au droit de la gare, par exemple, au niveau de la gare routière, on a une petite prairie le long d'une clôture, par exemple. Voilà. Les techniques douces dont je vous parlais, donc ça passe par, ça permet de préserver votre patrimoine arboré. Donc à gauche, par exemple, une rue, là c'est en cours, hein, c'est des travaux qui sont en cours, qui permettent de dégager les mares racinaires, de conserver les arbres le plus longtemps possible. Là, c'est
une prairie que l'on a mise en place maintenant, qui doit avoir 4-5 ans, ou avant, qui était quasiment intégralement tondue, et on a arrêté de tondre, et on a découvert de la sauge des prés, de la centaurégacée, de l'orchis bouc, etc., et tout un cortège faunistique qui est venu se nourrir là-dessus. Donc là, par exemple, on a une abeille charpentière qui se gave sur une sauge des prés. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez ça, l'idée, c'est de le développer pour répondre aux enjeux du changement climatique, pour faire face aux îlots de chaleur, et ainsi de suite. Donc là où vous aviez une place qui va être minérale, par exemple, si vous voulez la végétaliser et offrir de l'ombrage à vos administrés, c'est possible. Il faut juste prendre un certain nombre de choses en compte. Déjà, le patrimoine que vous renouvelez, c'est-à-dire qui est déjà en place, mais que vous renouvelez, il va falloir prendre en compte les nouvelles contraintes. Alors, les contraintes d'aujourd'hui, mais aussi les contraintes de N+10 ou N+15. Voilà. Alors, au-delà, c'est un peu compliqué d'estimer parce que voilà, vous connaissez les modèles du GIEC, etc. On ne sait pas exactement de combien va être l'augmentation des températures. Ce que l'on sait avec le changement climatique, c'est qu'on ne sait rien, en fait. Voilà, c'est un peu énorme comme affirmation, mais c'est qu'en fait, on sait qu'il va y avoir des gros changements qui vont être assez radicaux, mais dans quelle ampleur, etc., ça, on ne sait pas exactement. Donc, l'idée, c'est d'avoir des espaces qui vont être de plus en plus résilients, qui vont être à même de faire face à un spectre de conditions qui va être extrêmement large. Donc, énormément de précipitations, par exemple, potentiellement des sols engorgés en hiver, des forts coups de vent, des sécheresses très longues, y compris au printemps. Donc là, en tout cas à Vichy, c'est ce qu'on est en train de vivre. On a aujourd'hui une sécheresse printanière à Vichy, et qui a de forts impacts sur la physiologie des végétaux. Et tout ça, il va falloir le prendre en compte. Donc ça passe par l'exploration de la palette végétale et la mise en place de nouvelles typologies d'espaces verts. Donc avant, vous aviez juste un arbre, par exemple, avec éventuellement quelques végétaux au pied de l'arbre, avec une fosse de plantation qui va être relativement limitée. Demain, ça va être une fosse de plantation qui va être beaucoup plus importante et avec des strates, différentes strates herbacées, donc des vivaces, éventuellement des annuelles, des arbustes, et au-dessus, vous allez avoir des arbres. Et tout ça, ça va être diversifié. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir avoir plus de végétaux qui vont transpirer, qui vont pouvoir intercepter plus de précipitations, donc limiter l'engorgement des réseaux, et ainsi de suite. Vous avez toute une série de fonctions écosystémiques qui vont être intéressantes. Et également prendre en compte, puisqu'en milieu urbain, il ne faut pas créer de réactions négatives, il va falloir prendre en compte un certain nombre d'usages. Donc, évidemment, conserver une partie du stationnement, par exemple, mettre aux normes d'accessibilité les trottoirs, et ainsi de suite. Donc, tout ça, ça va devoir être pris en compte dans le développement de votre patrimoine naturel qui va s'insérer dans l'espace public. Et tout ça, in fine, pour optimiser les fonctions écosystémiques. Donc, en ville, principalement, ça va être la lutte contre les îlots de chaleur, l'interception des précipitations et faire en sorte que l'eau retrouve une fonction écosystémique, qu'elle s'évapore, donc c'est-à-dire qu'elle rafraîchisse d'elle-même le milieu urbain, ou alors qu'elle passe à travers les racines des végétaux et que les végétaux utilisent cette eau pour rafraîchir l'ambiance urbaine. Donc, à Vichy, ça passe notamment par de nouvelles typologies. Donc, je ne sais pas si vous connaissez peut-être le lac d'Allier, qui était relativement artificialisé jusque dans les années 2013-2014. Et 2014, c'était la première renaturation des berges, où on a retrouvé un profil relativement naturel vers la rivière. Voilà. En rive gauche, ça a été livré en 2019. Pardon. On a je vous ai mis les noms de plantes. Alors, c'est peut-être, je ne sais pas si ça intéresse tout le monde, mais c'est toujours intéressant de voir ce qui peut pousser. On a développé depuis maintenant 3-4 ans une palette végétale de vivaces qui est assez étendue, sachant qu'on a la chance à Vichy d'avoir un gros centre de production et qui nous permet aussi de multiplier nos propres végétaux. Donc, l'idée, c'est de tenir compte de deux grands facteurs. C'est le facteur, évidemment, sécheresse et stress thermique avec le changement climatique, mais également les contraintes de rusticité que l'on a en Auvergne. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des températures basses en hiver et également des gelées tardives avec des amplitudes journalières de température qui vont être très importantes et qui vont faire que certains végétaux, par exemple méridionaux, qui résistent au sec, ne vont pas pouvoir tenir. Et du coup, il y a
des tests en fait, qui doivent être mis en place avec plein de végétaux que l'on va tester en carré d'essai ou à petite échelle sur certains massifs. On va voir au bout d'1 an ou 2 ans comment ils se comportent par rapport à ces contraintes-là. Et s'ils passent, entre guillemets, le test, s'ils arrivent à perdurer face à des gelées, voilà, à du -5, -7, etc., et bien, là, on passe sur d'autres phases où éventuellement, on va les installer sur d'autres sites. Donc là, typiquement, c'est sur une toiture végétalisée non loin du lac d'Allier, avec voilà, une grosse partie de cette palette végétale qui est méridionale, donc qu'on retrouve sud-Auvergne, voire pourtour méditerranéen. Voilà, un autre massif, pareil, avec des espèces. Voilà, donc vous avez de la céphalaire géante, de la céphalaire blanche, de la santoline, du gypsophile, de la germandraie jaune, de la badasse, des euphorbes et des fétuques. Alors, typiquement, on parlait du label de fleurissement tout à l'heure. Donc, Vichy qui a 4 fleurs participe régulièrement à ce qu'on appelle les cahiers du fleurissement. Donc, en fait, c'est des sortes de carnets que vous pouvez peut-être retrouver sur Internet et qui permettent de donner de l'inspiration et de travailler, de proposer des solutions de fleurissement et de palette végétale à d'autres partenaires du réseau. Et donc, typiquement, ce massif-là a été proposé pour les cahiers du fleurissement. Voilà, pour vous dire que ce n'est pas parce que vous êtes en vivace que ce n'est pas forcément du fleurissement. C'est juste voilà, une autre approche. Je vous parlais de pluristratification, par exemple, et d'évolution de la palette végétale. Là, typiquement, c'est un exemple phare où on a des chênes de graisse. Donc, c'est des chênes qu'on a plantés pour la première fois à Vichy et qui tiennent au froid pour l'instant. Des arbres de Judée, du gâtillier, voilà, donc des floraisons relativement étalées et des strates étagées. Donc, on va voir les arbres au-dessus, les arbustes en dessous et des vivaces en dessous encore. Voilà, donc avec du paillage et une technique qu'on a testée là sur cet espace-là, sur ce square, où on a enterré des petites citernes en terre cuite. En fait, c'est de la céramique poreuse et qui permettent d'arroser plus efficacement les arbres. Voilà le cimetière, différents tests que l'on a fait, donc des imperméabilisations d'une allée à droite avec un semis et la végétalisation des tête-à-tête à gauche. Donc les tête-à-tête, c'est quand vous avez deux concessions où vous avez les têtes qui se font face comme ça. Et donc, du coup, vous avez très peu de passage entre ces deux concessions et c'est des espaces qui sont très propices à la végétalisation. Et donc, à la limitation du contrôle de la végétation. Donc, moins de débroussailleuses et juste 2-3 tailles par an de taille des vivaces. Voilà, ça c'est une autre sauge, la sauge de graisse que l'on a testée maintenant depuis 3-4 ans, qui fonctionne très très bien, que l'on utilise dans plein d'endroits et qui est très intéressante parce qu'à l'instar d'autres vivaces méridionales, conserve un volume en hiver. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas forcément besoin de la tailler. Elle va occuper un volume en hiver, ce qui aussi évite aux végétaux et aux espaces que vous allez créer d'être piétinés, d'être vandalisés en hiver, parce que les gens vont voir ces végétaux-là et alors, pour la plupart, ne vont pas forcément marcher dessus ou déposer leur sac d'ordures ou laisser leur chien aller dedans, etc. Voilà, d'autres végétaux, donc une linéaire à gauche et une férule. Alors, je ne sais pas si vous êtes allé en Corse au printemps, mais si vous y allez, vous verrez souvent, à la campagne, dans les campagnes corses, vous verrez souvent le long des accotements, ces énormes inflorescences qui font parfois 2 à 3 mètres de hauteur et ce sont des férules en fait. Et cette plante-là, on la trouve dans le sud de la France et en Corse. Et cette plante-là a fleuri pour la première fois l'année dernière à Vichy. Donc, elle met 2-3 ans à s'implanter, puis elle fleurit et c'est assez spectaculaire. Voilà, des iris nains à gauche qui sont des fois utilisés sur des toitures végétalisées ou en pied d'arbre. À droite, une luzerne arborescente et du buplèvre ligneux. Donc, c'est des deux petits arbustes qui sont très intéressants. Pourquoi? C'est qu'en milieu urbain, on veut mettre des arbustes, c'est ce que je vous ai dit, mais le problème, c'est que ces arbustes, souvent, en tout cas pour la plupart des espèces que l'on utilise, les palettes classiques, doivent être taillées. Donc, ça veut dire du temps de travail en plus, souvent des gestions de nuisances, des gens qui ne sont pas contents, etc. Donc, l'idée, c'est d'avoir des arbustes qui se contiennent dans un volume et que vous n'avez pas forcément besoin de tailler au jour le jour. Et évidemment, qui résistent à la sécheresse et qui résistent au froid. Typiquement, voilà, ces deux arbustes-là sont très, très bien.
À gauche, une sauge de Jérusalem pourpre, donc voilà, méridionale, hein, toujours. À droite, la petite ciste là, qui couvre sol, pareil, qui se maintient en hiver, donc c'est-à-dire qu'on la voit toujours et qui reste, quoi, qui fleurit abondamment au printemps. Alors, une autre pratique, alors, pour rejoindre ce que disait tout à l'heure, Marin, tu m'arrêtes, hein, je ne sais pas quand est-ce que j'ai commencé. Non, c'est parfait. Non, c'est Vas-y, bon. On est continue. dans les temps? Oui, c'est Ok, parfait. d'accord. Pour revenir sur ce que disait Marin tout à l'heure sur la démarche de végétal local, on emboîte un peu le pas à cette démarche, alors sans être labellisé, mais c'est qu'on s'inspire un peu de cette démarche pour faire rentrer la nature en ville. C'est-à-dire que notre l'étude qu'on a fait conduire en 2018 sur la biodiversité sur le territoire vichysois, a révélé qu'en fait la nature en fait avait du mal à rentrer, avait du mal à pénétrer dans le cœur urbain. Alors ce qui est compréhensible quand on regarde la densité du tissu. Mais du coup, voilà, on était un peu à la recherche de solutions pour faire rentrer cette diversité vraiment dans le cœur urbain. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté le Conservatoire botanique national du Massif central, qui est un peu l'acteur public local qui connaît les cortèges floristiques le mieux localement, pour leur demander bah, voilà, concrètement quelles espèces pourraient être intéressantes pour les utiliser, des espèces locales, pour les utiliser dans des massifs, au pied des arbres, et faire rentrer cette nature, alors évidemment artificiellement, mais en même temps, voilà, c'est une des seules façons qu'on aura trouvé pour le faire. Et du coup, on a identifié un certain nombre d'espèces. Donc, par exemple, du thym serpolet, par exemple, du compagnon blanc, de la centaurée qu'on a été prélevé sur les berges d'Allier, de la linaire commune, de fort petit cyprès, voilà. Alors des espèces qui sont relativement communes, mais qui sont particulièrement intéressantes et que vous pouvez même retrouver d'ailleurs chez vos pépiniéristes de vivaces, mais qui ne correspondent pas à un patrimoine génétique adapté au terroir. Voilà. Donc là, on a identifié un certain nombre d'espèces qu'on est encore en cours de prélèvement et d'identification de sites. Et là, pour le coup, en janvier, là, on a fait un prélèvement de 2-3 espèces. Donc, on avait, là, il me semble, je crois que c'est à Jarza ou à Sebaza, où on a été prélevé voilà, une centaine de pieds sans massacrer le milieu naturel. C'est-à-dire qu'on respecte des pourcentages de prélèvement pour ne pas massacrer les populations dans leur milieu naturel. Après, on les fait rentrer dans des cycles de culture au cerf, on les multiplie et après, on les réintroduit dans nos massifs. Voilà. Donc, cette espèce, par exemple, elle a établi résidence dans un square que l'on vient de refaire dans un des quartiers de Vichy-Soix. Sur cette même tournée de prélèvement, on a prélevé pas loin de Boussay, donc au nord de Vichy, de la guimauve, par exemple, la guimauve officinale, qui est assez intéressante. On a également prélevé, toujours à Jardès-et-Bazar, des Posédons d'Alsace, donc c'est de la famille des carottes. Donc c'est une plante qui va arriver à voilà, 50-70 cm de hauteur, qui va être très intéressante dans un massif. En termes de palette végétale, je vais vous montrer d'autres espèces. Donc là, par exemple, c'est du lilas de Hongrie qu'on a testé là, pour la première fois il y a maintenant 4-5 ans. C'est une espèce qui est hyper florifère, qui est relativement imposante, mais qui va être très intéressante pour compléter un espace, voilà, une strate arborée, un gros arbuste dessous et en dessous une strate herbacée. Alors, qui fleurit abondamment, mais 2-3 semaines après le lilas commun. Ça, c'est une autre rue qu'on a végétalisée, qu'on a plantée de chênes chevelus et au pied desquels on a implanté un certain nombre de vivaces méridionales. On n'a pas mis d'arbustes parce que la largeur de la fosse n'était pas suffisamment importante. Et puis de toute façon, il y avait des enjeux de visibilité parce que vous voyez qu'il y a une piste cyclable juste à côté de la voirie. Et il faut que les automobilistes et les cyclistes puissent se repérer et circuler sereinement sans créer d'accident.
Je vous parlais tout à l'heure de désimperméabilisation. Alors, on est en train aujourd'hui d'implanter de plus en plus de revêtements perméables, en tout cas d'essayer dans la mesure du possible, parce que ce sont des revêtements relativement coûteux encore aujourd'hui, de mettre en place des revêtements semi-perméables ou drainants. Donc là, typiquement, à gauche, c'est l'école Georges Méchin à Vichy, le bâtiment a été refait et on en a profité pour refaire complètement la cour et installer un nouveau type de revêtement. Donc, c'est ce qu'on appelle des pavés drainants, en fait, qui sont autobloquants et qui sont sur deux côtés dotés de ce qu'on appelle d'écarteurs, en fait, et qui vont, dans le calpinage, ils laisseront forcément un joint très important qui sera comblé de matériaux drainants, donc par exemple de la mignonnette ou du sable ou un sable mélangé avec du terreau ou de la terre avec du sable et ainsi de suite pour que l'eau puisse s'infiltrer et que les joints puissent se végétaliser. Alors, ce ne sont pas des revêtements qui sont totalement perméables, mais qui limitent le ruissellement, qui permettent sur de petites pluies d'éviter que l'eau aille directement au réseau et que l'eau reste, ne serait-ce que ponctuellement pendant quelques minutes, peut-être quelques dizaines de minutes, voire une heure, et que l'eau, quand elle va s'évaporer, permette à la surface qui aura chauffé de se rafraîchir. Voilà. À droite, c'est un exemple. Alors, ce n'est pas Vichy, mais c'est juste à côté, c'est à Cusset, où, pour le coup, c'est du béton modulaire qui a été installé, béton désactivé modulaire, et végétalisé. Voilà, donc, c'est un autre exemple, il y a plein d'exemples. Les pieds d'arbre maintenant. Donc, vous voyez qu'à gauche, on est sur une rue qui n'est pas encore refaite. On est sur un pierre qui s'est fait coloniser par, là, on pourrait trouver 4-5 espèces facilement. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la saponaire qui est venue naturellement et que du coup, on a identifié et multiplié. C'est-à-dire qu'on est venu la prélever et on a vu qu'elle se comportait très, très bien sur des pieds d'arbre, qu'elle résistait, voilà, et les jardiniers eux-mêmes, c'est les jardiniers d'ailleurs qui ont identifié ces végétaux-là, qui ont dit ils sont intéressants, on ne les débroussaille pas lors des contrôles de végétation, lors de nos passages dans les rues. Et du coup, en plus, elles fleurissent, elles sont associées à des cortèges faunistiques intéressants localement. Voilà, donc, il y a toute une série d'intérêts qui ont fait que, on les laisse se développer au pied des arbres, et deux, on les a cultivés pour les réintroduire dans d'autres pieds d'arbres. À droite, c'est un aliment qui n'existait pas avant qu'on a créé dans des boulevards de Vichy, et au pied des arbres, on a installé 3 espèces, donc le grand orpin, du Sedum téléfium, de l'Achillée millefeuille et de la menthe odorante. Ce sont 3 espèces en fait, que l'on a identifiées à proximité de Vichy sur des situations très contraignantes en termes de développement, donc des sols tassés, des sols souvent piétinés, voire circulés, et qui se maintiennent tout de même. C'est des plantes qui vont quand même fleurir, quoi. Et du coup, là, c'est une photo qui date de l'année dernière, il me semble. Et là, aujourd'hui, c'est à peu près la même tête. Enfin, c'est le même résultat. Donc, c'est-à-dire que ça évolue plutôt bien dans le temps. Et là, l'idée, c'est aussi de limiter dans le temps le temps de travail des jardiniers. C'est-à-dire que vous avez des végétaux sur lesquels vous pouvez simplement passer un coup de débroussailleuse et ils repartiront le printemps suivant. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Deuxième chose, c'est que ces végétaux-là, qui ont un aspect relativement intéressant d'un point de vue purement esthétique, alors c'est quelque chose qui est très subjectif, mais c'est des plantes que vous trouvez naturellement dans les jardins. Donc c'est des plantes que vous trouvez dans les pépinières, etc. Donc c'est des plantes que les gens achètent pour les mettre dans leur jardin. Et en fait, c'est des plantes que vous trouvez naturellement. Et c'est des plantes aussi que vous trouvez naturellement dans des prairies, etc. Donc, ça veut dire que vous avez des plantes spontanées qui vont venir accompagner ces plantes-là spontanément. Ce n'est pas nous qui allons le faire, qui allons les implanter. C'est ces plantes-là qui vont arriver naturellement. Donc, par exemple, du laitron, des fois, vous avez de la potentille, etc. Et c'est ces plantes-là qui vont s'installer naturellement, vont être mieux acceptées parce que les plantes que vous avez installées sont déjà, à mi-chemin entre le naturel et le cultivé.
Alors, je ne sais pas si c'est très clair, on pourra en discuter tout à l'heure, mais et pour l'instant, on n'a pas de retour négatif sur ce type de pied d'arbre. Voilà. Voilà pour la partie technique. Après, maintenant, on commence un peu à en parler là, c'est expliquer et impliquer. Voilà. Et là-dedans, vous avez un certain nombre d'actions que vous pouvez mener. Donc, mettre en place une démarche de jardinage participatif à travers divers médiums. Que ce soit du mobilier urbain dédié au jardinage participatif, sur les pieds d'arbres, dédier des parcelles pour créer des jardins partagés, et ainsi de suite. Évidemment, tout ce qui est réunion publique thématique, donc ça, c'est ce que l'on fait tous les ans. Alors, évidemment, l'an dernier, c'était un peu compliqué, mais on a tous les ans une thématique, par exemple, la flore spontanée, la biodiversité. Là, normalement, c'était les arbres et le changement climatique, couplé à des bilans sur l'ensemble des actions de jardinage participatif. Voilà. Évidemment, organiser des visites et des ateliers sur des thèmes sur le terrain et éventuellement distribuer des vivaces locales. Alors ça, il y a une petite précision, c'est qu'on ne rentre jamais en concurrence avec des opérateurs économiques locaux. Pourquoi? C'est qu'en fait, les plantes que l'on distribue ne sont pas trouvées dans les jardineries. En fait, ce n'est pas du matériel génétique local qui a été prélevé, ou ce ne sont pas des plantes que l'on trouve dans les jardineries. Voilà. Donc, par exemple, la sauge à feuilles de verveine, vous ne la trouverez dans aucune jardinerie, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un exemple là, où on a mis en place dans ce qu'on appelle des palox, c'est des petites caisses en bois qui sont habituellement utilisées pour stocker des pommes. Là où on les a détournées pour les remplir de substrat et en faire du mobilier dédié au jardinage participatif. Et on en a installé, alors c'était il y a 2-3 ans, dans les écoles pour faire jardiner les enfants, leur faire un peu tâter l'intérêt d'arroser le végétal, de le voir pousser, etc. Donc, il y a tout un intérêt pédagogique derrière. Là, on a créé un verger de maraude. Un verger de maraude, c'est ce qu'on appelle un verger public. C'est un verger que nous entretenons, mais dont la récolte des fruits est en libre accès. En fait, alors les arbres ont quand même un peu poussé, mais ils sont relativement petits, mais il y a d'ores et déjà des fruits qui sont disponibles à la cueillette pour tout un chacun. Ici, c'est la rue du Rivage. Donc, c'est une des seules rues hors du centre de Vichy qui n'a pas de trottoir et qui était tellement étroite qu'il y avait plein de réseaux et du coup, qui nous empêchait de planter plus conséquemment. Du coup, ce que l'on a décidé de faire, c'était de poser l'enrobé, de le découper proprement sur des surlargeurs de 25 à 30 cm au droit des murets, d'enlever l'enrobé, ça se fait relativement facilement, d'enlever un peu de grave et d'installer un substrat plutôt favorable pour du jardinage et de proposer aux habitants de jardiner devant chez eux. Voilà. Alors, on a fonctionné plutôt à l'inverse. En gros, manifestez-vous si vous ne voulez pas le faire. Donc, voilà. Et manifestement, ça a plutôt bien marché. Donc, ça, c'est une photo qui a peut-être 1 an. Et là, ça faisait 3 ans à peu près que la rue du Rivage avait été comme ça. Donc là, c'est plutôt à l'automne. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas trop de floraison là pour l'instant, mais vous y allez actuellement. Là, c'est en pleine floraison. Vous avez plein d'iris, vous avez plein de plantes méridionales. On a proposé toute une palette végétale, ce qui était d'ailleurs l'occasion de faire passer pas mal de messages sur le changement climatique et sur l'évolution des palettes végétales au jardin. Il y a des plantes locales d'ailleurs que l'on a installées dedans. Voilà. Donc, l'occasion de faire pas mal de choses et également de créer du lien social. Donc ça, c'est fondamental, évidemment. Des gens qui ne se parlent pas le reste de l'année, 1 à 2 fois par an, par exemple, lors de chantiers participatifs que l'on accompagne, puisqu'on les accompagne sur des conseils, sur le renouvellement de la palette, etc. Ils se mettent à parler, quoi. Donc, à échanger certains végétaux, etc. Sachant que nous, on ne met pas les pieds en termes de gestion dans cette rue. Tout est aux habitants. En termes de vulgarisation et d'accès aux données, on a mis en place une cartographie numérique interactive qui est accessible depuis le site internet où tout un chacun peut, s'il se pose la question de l'arbre qu'il a en face de lui sur l'espace public, trouver le nom de l'espèce et aller chercher un certain nombre d'informations dessus. Donc, alors, je ne sais pas si vous voyez là.
Marin, tu me dis si vous voyez. Oui, oui, on le voit très bien. Vous voyez? Donc voilà, donc là, on a un site internet. Donc, juste pour revenir là-dessus sur le jardinage participatif, par exemple, vous avez un portail. Tout ça a été fait en régie, hein, donc c'est-à-dire qu'en fait, ça n'a pas coûté. Bon, au-delà du salaire des fonctionnaires qui l'ont réalisé, ça a été fait en régie. Voilà. Donc, par exemple, pour le jardinage participatif, on a un petit catalogue des mesures qui sont réalisables. Et après, on a un formulaire qui permet à n'importe qui de demander d'emboîter le pas à la démarche de jardinage participatif. Pour les arbres, on a donc cette cartographie qui permet à tout le monde d'identifier, par exemple, je suis on est sur l'avenue Doumer, par exemple. Je trouve que les arbres sont particulièrement beaux à l'automne parce que voilà, je me pose la question de leur nom d'espèce et vous avez toutes les informations avec Google Street View qui vous le permet. Voilà. Et après, si vous vous posez la question, vous pouvez aller voir directement ici. Voilà. Voilà, donc deux affiches des événements que l'on peut mener au sein du service. Donc, à la fois la distribution gratuite de plantes vivaces. Alors, on précise gratuite pour que les gens viennent plus massivement. C'est des plantes que l'on a cultivées nous, qu'on a prélevées, qu'on a cultivées nous. Alors, prélevées pour la plupart, mais que l'on a cultivées et que l'on a distribuées directement aux habitants. Et ça a été un énorme succès. Probablement parce que c'était gratuit, mais les gens étaient relativement friands. Et c'est une des seules manières que l'on a trouvé de réintroduire sur les espaces privés la flore locale. Voilà. Voilà, j'en ai fini. Je pense que, peut-être que vous avez des questions. Merci beaucoup, en tout cas, Guillaume. Voilà, très riche, très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? Bon. Voilà, nous, on a aménagé un petit peu l'automne dernier. Et moi, j'avais pensé bien faire en faisant mettre des lavandes. Alors, on les a protégées, bien sûr, avec des écorces de pin. Et donc, ça a l'air elles ont l'air de redémarrer. Mais je ne sais pas du tout si c'était une bonne idée. Alors, si, les lavandes font partie de ces petites vivaces sous arbrisseaux que l'on utilise. Alors, c'est juste que nous, en fait, le retour qu'on en a sur les lavandes, c'est que c'est des végétaux qui ont du mal à perdurer, en fait. Qui ont un peu tendance à s'éventrer. Enfin, elles vieillissent un peu mal, mais on les utilise, ça nous arrive. Et typiquement, tout ce qui est santoline, immortel, tous ces végétaux-là, en fait, c'est le même principe en fait, de végétaux. Elles vont se développer progressivement. Ponctuellement, elles vont s'éventrer. Elles vont avoir pas mal de rejets à la base et vont constituer progressivement en fait, des petits coussins. Voilà, c'est leur fonctionnement naturel en fait. Et du coup, vous n'avez pas relativement peu besoin de les tailler, normalement. Oui, moi, personnellement, j'en ai et je les taille tous les ans. Oui. Modérément, mais systématiquement pour Oui. éviter cet écartement et cet écrasement. Et ça Oui. fonctionne assez bien. Tout à fait, ouais. Ouais. On a pensé à ça aussi parce qu'on est dans un secteur où il y a beaucoup d'abeilles. Ah oui. Voilà. Tout à fait. Ouais. Ce sont des plantes, toutes les plantes que que je vous ai listées là, c'est des plantes qui sont qui participent à la ressource mellifère, hein, ça c'est évident. Hein. Voilà. Ouais, tout à fait. Oui, beaucoup, oui. Oui. Alors, pour les abeilles, alors là-dessus, par exemple, pour déconstruire peut-être une idée reçue, c'est que les abeilles mellifères, entre guillemets, qui sont plus ou moins domestiquées, elles, ce n'est qu'une seule espèce. Hein. La biodiversité, en fait, c'est toutes les espèces d'abeilles solitaires, par exemple, qui vont être extrêmement différentes. Donc, par exemple, de quelques millimètres jusqu'au xylocope, l'abeille charpentière que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est la réelle diversité, quoi. L'abeille mellifère, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle, c'est une espèce qui va être dite parapluie. En fait, c'est une espèce, c'est comme l'éléphant, ou c'est l'espèce qui va être un peu étendard et qui va dire, pour préserver cette espèce-là, il va falloir
c'est un peu une espèce sentinelle, entre guillemets, et qu'il va falloir préserver parce qu'elle est indispensable. Et en prenant un certain nombre de mesures pour préserver cette espèce-là, on va en protéger plein d'autres. Voilà. Par exemple, en arrêtant d'utiliser des produits, par exemple. Là, typiquement, on va protéger l'abeille domestique, mais on va également protéger plein d'autres espèces. Ça va être bénéfique pour plein d'autres espèces, plein d'autres cortèges. Ouais. Voilà. Donc, parce que là, on a parlé voilà, entre guillemets, de la contrainte sur la loi Labbé qui interdit l'utilisation des produits phytosanitaires, mais il faut, dans l'argumentaire que vous pouvez utiliser, c'est de dire que l'arrêt des produits phyto, c'est surtout pour les gens, quoi. C'est pour qu'il n'y ait plus de résidus dans les sols, dans l'eau, etc. Enfin, c'est avant tout un avantage, quoi. Oui, Voilà. et l'avantage au niveau de la pollinisation pour les fruits, parce que Oui. on est dans un secteur, nous aussi, on a des fruitiers. Oui. Donc, tout à fait. Alors, pour les fruits, par exemple, on a travaillé, c'est quelque chose que vous faites probablement, on a travaillé avec un verger conservatoire d'une commune qui est juste à côté de Vichy et qui a un certain nombre de variétés voilà, qui ont sauvé, entre guillemets, de l'oubli et qu'on a réintroduit dans le verger de maraude. Et du coup, ça permet aussi aux gens de goûter d'autres variétés, quoi. pour nous, on a le but on a un verger, enfin, on a des arbres dans un jardin du presbytère qu'on va restaurer un peu. Et en fait, on a pensé y mettre effectivement quelques anciennes variétés qui sont déjà existantes. D'accord. Et que j'ai retrouvé, il y a des producteurs, quelques-uns, qui font des vieilles variétés d'arbres. Oui, tout à fait. Oui. Donc, en général, les vergers conservatoires, enfin, il y en a partout. Il y en a à Moulins. Ce sont des structures qui sont plutôt friandes voilà, de partenariats et qui sont tout à fait désireuses d'échanger du matériel végétal, quoi. On a pensé planter, faire un mail de tilleul. Oui. Mais j'ai lu récemment et je suis assez surprise qu'il existait un tilleul qui était néfaste justement pour les abeilles. Alors, ouais, c'est ce que j'ai entendu, c'est le tilleul argenté. Oui, voilà. Le tilleul argenté, ouais. Honnêtement, je ne saurais vous dire le fondement scientifique de tout ça. Ça, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Mais je l'ai entendu aussi, ouais. Voilà. J'en ai parlé avec des producteurs, j'en ai interrogé, j'ai plusieurs, des Ouais. numéristes, etc., qui m'ont dit que c'était une totale erreur. Alors, je me pose toujours la question. Je me dis, Oui. Après, il faut, comment dire? si elle est néfaste, ils n'iront pas sur la fleur, je crois. Elles n'iront pas sur la fleur. Bah, je sais pas, c'est pas si évident que ça, quoi. C'est-à-dire qu'elles peuvent avoir un intérêt, comment dire, nectarifère et qu'en fait, bah, en- il peut y avoir des effets secondaires, par exemple, a posteriori. Donc, enfin, voilà, c'est pas. Ah oui, d'accord, au niveau. Voilà, ouais, honnêtement, je ne saurais vous dire, mais bon, après, l'idée, c'est que si vous faites une forêt tilleul argenté, peut-être que ça peut être compliqué. Mais si vous en mettez deux, trois, honnêtement, voilà, faut pas se priver de ces espèces-là, quoi. D'ailleurs, c'est un peu le problème vous savez, des allergènes en ville, hein. Quelqu'un qui va être, par exemple, allergique au pollen, par exemple, bah, c'est parce que vous allez avoir, elle va être travailler ou résider à proximité d'un espace qui va être gavé de noisetiers et qui vont tous fleurir en même temps, en fait, et qui vont provoquer une allergie parce que bah, vous allez avoir ce pollen-là qui va être très allergène et en quantité massive à un moment donné, quoi. Alors que si vous avez un peu de boulot, un peu de chêne, un peu de noisetier, etc. Bon, le boulot, c'est pas trop l'espèce sur laquelle il faut parier, mais le noisetier non plus d'ailleurs. Mais voilà, en diversifiant, vous limitez les risques. D'accord. Ah oui. Voilà. En tout cas, moi, pour faire du coup l'interlude, je retiens également de ton intervention, Guillaume, c'est aussi la question autour de la valeur du patrimoine végétal. Alors, le travail que vous avez fait d'estimation monétaire de chaque arbre pour effectivement lui donner, enfin, voilà, une valeur économique, mais aussi du coup considérer ce patrimoine végétal comme au même titre que les bâtiments. Enfin, voilà, et
que n'importe quel édifice public qu'on ne va pas abattre parce qu'à un moment donné, il y a le toit qui est en train de fuir. Et donc, et souvent, on a tendance, effectivement, quand on voit un arbre qui commence à dépérir, de se dire tout de suite, ouh bah, tiens, on l'abat tout de suite, alors que malgré tout, il a lui aussi une valeur et une valeur qui peut être aussi importante que n'importe quel bâtiment. Oui. Pardon, oui, pour répondre à ça, c'est pas tous les jours facile. Je vous avoue qu'il y a des réunions un peu serrées avec les concessionnaires pour faire comprendre que une racine, c'est au moins aussi important qu'une branche, quoi. Parce que je vous parlais des techniques douces, c'est que c'est un coût. Là, il y a une rue, par exemple, on va dépenser, je crois, 50 000 euros en plus. Enfin, pour vous, je comprends que pour les petites communes, ça puisse paraître exorbitant. Mais voilà, pour une rue, en plus, c'est un aliment qui est assez emblématique de Vichy. Il y a des réseaux qui doivent passer littéralement au pied des arbres et la seule solution de les conserver, c'était de passer à l'aspiratrice. Voilà. Et du coup, on a assumé, c'était un choix politique, parce voilà, après notre rôle en tant que technique, c'est de dire, voilà, le pour, le contre, voilà, on accompagne la décision. Et on a dit, voilà, le coût supplémentaire pour conserver les arbres. Et ça a été choisi, et c'est le double, en termes de tranchée, le mètre linéaire de tranchée va vous coûter le double, c'est extrêmement coûteux, quoi. Donc, on s'est fâché plusieurs fois avec des entreprises en leur facturant des dégâts. Voilà, et là, ça commence à rentrer. Donc, on a mis en place une procédure là, avec notamment Enedis et les entreprises qui sont mandatées par Enedis pour intervenir sur le réseau, par exemple, pour dire quand on intervient au droit des arbres, donc sur un certain rayon autour de l'arbre, on va dire là, pour le coup, on passe à l'aspiratrice, on fait un sondage, on voit s'il y a des racines. S'il n'y en a pas, entre les arbres, on peut passer à la mini-pelle. Voilà. Donc, en fait, c'est toute une discussion comment dire, de négociation aussi. C'est pour que chacun puisse travailler, parce que voilà, le milieu urbain, c'est un milieu qui est surpeuplé. Je parle en termes de mobilier, d'usage, etc. Il faut que tout le monde puisse s'y retrouver. Il ne faut pas être bloquant, parce que dès que vous êtes bloquant, même clivant, vos messages ne passent plus et vous n'êtes plus écouté. Donc, il faut toujours rester dans le dialogue. Alors, je vous avoue que ce n'est pas facile des fois, mais voilà, il faut faire l'effort et persévérer. Mais voilà, bon. Je vois donc plus clair. Alors, pour le cimetière. Pardon. Oui, voilà. Alors, pour le cimetière. Donc, à chaque cimetière, sa situation. C'est-à-dire que nous, on a un cimetière qui est très grand, qui fait, je crois, entre 11 et 12 hectares. Et qui est constitué de 3 grandes parties. Donc, il y a ce qu'on appelle le vieux cimetière avec les vieux monuments, etc. On a le cimetière des années 80-90 qui est tout bétonné. Et on a le nouveau cimetière qui est, lui, beaucoup plus végétalisé, où on a eu une réflexion bien en amont sur la place de l'implantation d'arbres, la végétalisation, etc. Donc, en fait, sur le nouveau cimetière, la problématique, elle est facile. Sur l'implantation des allées, sur l'emprise des concessions, etc. Là où les expérimentations ont le plus lieu, c'est sur l'ancien cimetière, sur le vieux cimetière. Là où on a le plus de place entre les concessions, entre guillemets, non bétonnées, et où on peut expérimenter le plus comment dire, de solutions. Alors, là-dedans, je crois avoir, je vais regarder, je dois avoir différents exemples. Je vais vous montrer plusieurs techniques, si ça vous va. Vous voyez le dossier là? Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Voilà, donc en fait, l'hydromulching, c'est ça. C'est vous avez. Est-ce qu'on va l'avoir à la fin? Est-ce qu'on la voit à la fin? Voilà, donc alors c'est un peu compliqué parce qu'il faut plusieurs agents pour tenir le tuyau entre les concessions pour pas tout défoncer. En fait, derrière, vous avez une cuve que l'on loue avec le tuyau. Voilà. Tac.
Vous avez une cuve. Je ne sais pas si vous voyez derrière l'agent au fond, là, on a une cuve. Dans cette cuve… La vidéo est un petit peu hachée, mais je pense qu'on comprend le principe. Voilà. Donc, en gros, vous avez une cuve dans laquelle vous allez mettre donc, du fertilisant, une sorte de mulch, en fait, une sorte de paille broyée. Vous avez des semences et vous avez un mélange il y avait un colorant également pour savoir où est-ce que vous êtes passé, par exemple. Et en fait, donc, vous mettez ça et vous projetez cette bouillie, en fait, qui est pleine de graines, sur des surfaces qui sont perméables. Donc là, pour le coup, c'était une sorte de mignonnette. Il y avait des fois, on le fait sur du sablé, etc. Donc ça, c'est une technique que l'on peut faire. Ça se loue, la machine se loue, et puis après, vous pouvez le faire aux agents. On a également essayé des tapis de sédum que l'on a cultivés au centre de production. Alors on en a acheté, on les a aussi cultivés nous-mêmes. Et ça, on le fait notamment… alors, je répondrai à une autre question, mais je répondrai après. On l'a fait sur les tête-à-tête, par exemple, là où il y a relativement peu de piétinement. On a également végétalisé, donc que je vous ai montré là, on a mis des vivaces, des vivaces qui sont à la fois couvre-sol, qui conservent un volume en hiver, qui résiste au sec, parce que c'est un four, hein, le cimetière en été. Donc voilà, c'est ces trois grandes solutions que l'on a testées. Là, on s'apprête à tester une autre technique, c'est ce qu'on appelle les tapis. Alors, c'est les THM, les tapis horticoles modulaires. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça se fait notamment pour du fleurissement. Nous, on va essayer de faire ça, mais pour de la vivace et de la vivace rhizomateuse. Donc, par exemple, dedans, on va mettre de l'origan marjolaine. On pourra mettre de la linaire commune. On pourra mettre éventuellement du trèfle. On pourra mettre de l'amande pouliot, le fort petit cyprès, et ainsi de suite. Voilà. Est-ce que tu peux simplement décrire, excuse-moi, est-ce que tu peux simplement décrire comment ça se matérialise? C'est sur un feutre, imaginez, ouais, en fait, vous avez là, c'est là que vous avez de la génois de coco, en fait. Donc, d'une sorte de… C'est comme… c'est comme une tourte. J'essaie d'avoir des comparaisons culinaires. En fait, vous avez donc une enveloppe qui vous permet de bouger le tapis. Dedans, vous avez du substrat et vous venez implanter dans l'enveloppe, en fait, qui va être perméable et qui va être comment dire, facile d'accès. Vous allez mettre des petites mottes, en fait, pour venir implanter le végétal. Voilà. Et donc, alors là, c'est ce qu'on va faire cette année. Là, on va essayer de le faire là, et puis on essaiera d'implanter ça à l'automne. Et on va faire ça à la fois dans le cimetière, et on va essayer aussi l'essayer au niveau des pieds d'arbres, sur des trottoirs qu'on veut désimperméabiliser et végétaliser. Parce que quoi qu'il arrive, vous aurez forcément des gens qui marcheront sur cette technique, quoi. On est plutôt confiant. Après, ça s'achète aussi, hein. Vous avez un groupement de pépinières qui s'appelle Plan d'Anjou qui vend ça. Ça se fait aussi. Ça s'appelle Carré Magique. Tout un programme. Super vendeur. Ça. Alors, il y avait une question. Alors, si… Oui. Alors, d'abord, le personnel. Comment le personnel est-il sensibilisé et formé à tous ces changements? Il est formé très régulièrement. Donc, tous les ans, on a des formations thématiques. Donc, il y avait une année, c'était la flore spontanée. Donc, c'était le conservateur botanique qui était venu former les agents. Il y avait une année, c'était sur les plantes hélophytes, parce que comme on est en lien avec des berges que l'on a renaturées, il faut que les agents sachent comment l'entretenir et comment est-ce que les plantes fonctionnent, par exemple. Moi, quand j'étais arrivé, je les avais formés sur les vivaces, par exemple. Et régulièrement, voilà, il y a des formations sur… là, cet été, il y a une formation qui va avoir lieu, alors que pour quelques agents, parce que c'est très spécifique, mais sur tout ce qui est végétal local. Voilà. On les a formés également sur tout ce qui est plantes invasives, pour les reconnaître, apprendre à lutter, etc. Donc, très régulièrement, et c'est quasiment tous les ans, voilà, il y a des thèmes que l'on aborde. Mais c'est, comment dire, une formation, ça reste une formation. Le principal, c'est d'accompagner sur le terrain. En fait, il faut répéter, réexpliquer, adapter ponctuellement, quoi.
Je ne sais pas si ça répond à la question. Pour compléter aussi peut-être, savoir, ça du coup c'est au niveau du service espace vert. Est-ce Oui. qu'il y a aussi des liens qui sont faits, par exemple, je pense au service voirie, on peut le noter des fois, par exemple, notamment sur la flore spontanée, où effectivement au niveau du service espace vert, tout le monde est très concerné Oui, et oui. conscient Alors effectivement non. de la valeur de l'espace vert. Mais derrière, Non. quand le service voirie passe pour désherber les pieds de mur, zoup, d'un coup, on a toute la flore spontanée qui, elle, du coup, y passe. Ouais. Non, non, pas suffisamment. Enfin, on les sensibilise. Enfin, entre cadres, voilà, on explique. Là, faire attention. Là, par exemple, on va avoir des déambulations botaniques pour la fin du mois de mai, début du mois de juin, où on va montrer aux gens, voilà, la flore spontanée devant chez eux, etc. On va juste faire expliquer à nos collègues de dire, bah, arrêtez de désherber. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et en fait, il faut aussi, comment dire, il faut savoir à qui on a affaire aussi, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, vous avez des gens qui sont. Des fois, il y a un gouffre en fait entre notre vision qui est basée voilà, sur des connaissances, sur des formations, etc., sur une sensibilisation, sur des années de travail, hein. Et vous avez des gens, entre guillemets, qui ont un travail ingrat, il faut le dire, hein, c'est un travail qui est très dur sur le terrain et qui travaillent toute l'année dehors et qui, entre guillemets, à qui on demande du jour au lendemain de distinguer à l'état de plantule une achillée d'un laitron, quoi. Enfin, en fait, en fait, nous, il y a des choses qu'on ne se permet pas aussi de demander, quoi. Voilà, c'est assez compliqué. Les pieds d'arbre, en fait, c'est nous. C'est le service espace vert, donc tout va bien. Les joints de trottoir, les joints de chaussée, les pieds de façade, etc., ça, ce sont les gens, c'est les agents. Et les gens d'ailleurs, parce que quand les gens nous appellent, on leur rappelle qu'il y a un arrêté municipal qui leur impose d'entretenir leur pas de porte. Mais voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question du personnel et de la sensibilisation. La personne peut-être qui a… Marin, Oui, est-ce Oui. que je peux merci. intervenir? Alors, il y avait Alors, monsieur. il y a une autre question, donc et les monsieur plantations d'arbres au Bocquet. cimetière. Alors, Evelyne, oui, si tu veux, on prendra après. Il n'y a pas de souci. Ouais, je vous réponds juste après, pas de souci. De toute façon, ça ne va pas prendre longtemps. Donc là, on avait des arbres en fait au cimetière, des vieux conifères qui faisaient voilà, 25 mètres de haut et qui, je vous parlais du changement climatique, c'était, voilà, il y en a 2-3 à chaque coup de vent qui tombaient. Et alors, je ne vous explique pas le bazar que ça peut être quand vous avez un arbre de 25 mètres qui tombe sur une série de concessions, parce que vous avez tout un jeu d'assurance. Le cimetière, c'est un milieu qui est très sensible. Donc, il faut vraiment être… voilà. Donc, on a pris la décision, tous ces conifères, de les abattre pour repartir sur des bases saines et adapter aussi au changement climatique. Alors, ça s'est fait avec de la sensibilisation, etc. On a expliqué. Et là, voilà, là, on a le budget cette année. On replante cet hiver. On replante cet hiver et avec une palette végétale, voilà, avec du chêne chevelu. On a de l'érable de Montpellier. Du micocoulier, voilà, du sapin d'Espagne, il me semble. Enfin, il y a des choses comme ça en fait, qui sont vraiment adaptées au changement climatique. On évite par exemple les fruits charnus, par exemple. Ça peut paraître bête, mais on va éviter de mettre du cerisier de Sainte-Lucie ou des choses comme ça qui pourraient être intéressantes ailleurs, mais là, qui pourrait poser problème, quoi. De l'érable champêtre, par exemple, c'est une des espèces localement qui est très très bien. Voilà, plein d'espèces comme ça qui sont. Et ce sera, alors, a priori, ce serait hétérogène, ce ne sera pas homogène. C'est de l'alignement, donc ce serait de l'alignement. Hein. On va planter les axes des carrés, mais ce ne seront pas, a priori, des alignements, voilà, que du magnolia grandiflora, que du chêne, etc. Ce sera en mélange. Voilà. Monsieur Bocquet, peut-être vous vouliez du coup intervenir. C'était par rapport à la question. Alors, pour la blague, on a testé là un olivier cet hiver au cimetière. Un olivier et un eucalyptus. Voilà, donc ça tient. Pour l'instant, ça tient. Et au niveau des systèmes racinaires, il n'y a pas de problème, du coup. C'est des essences qui, du coup, sont choisies aussi pour ça. Bah, ouais, en fait, aujourd'hui, on a quelques données sur les systèmes racinaires, mais il
faut croiser ça avec l'hétérogénéité des sites. Enfin, et quoi qu'il arrive, on aura forcément des problèmes à un moment donné. Il y a des techniques aujourd'hui qui existent, des systèmes de guidage, des systèmes racinaires, en fait. C'est des énormes… C'est comme si vous avez une cuve, en fait, vous la retournez et vous faites un trou au milieu. Donc vous plantez votre arbre au milieu et en fait, la cuve inversée en fait, va guider vos racines pour qu'elles plongent. C'est lourd, c'est compliqué au niveau cimetière. Par exemple, quand vous avez des tampons d'accès aux concessions, vous avez des risques aussi d'endommager les concessions. Vous n'avez pas de la place partout. Enfin, c'est assez compliqué. Et en fait, des fois, ça peut carrément vous proscrire de planter. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore arrêté là-dessus. On sait qu'il y a des choses qui existent. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas juste accepter qu'on ait quelques problèmes sur certaines concessions dans 30, 40, 50 ans? Alors, vous me direz, moi, j'aurai plus mal aux dents, mais voilà, il faut accepter, entre guillemets, quelques problèmes pour accéder à des fonctions écosystémiques qui vont vous être fondamentales à moyen terme, quoi. Voilà, donc il y a un poids de mesure. Alors, il y a le seuil 23. Il y avait Evelyne demande, qui est-ce voulait, que je crois, l'adaptation de la intervenir. palette végétale au changement climatique? Ah, pardon, oui. D'abord, désolé. Hop, comme ça. Oui, bonjour à vous tous. Excusez-moi, j'ai pris un petit peu la réunion avec un peu de retard parce que j'avais une réunion en visio avant vous. Donc, pour me présenter, je suis l'animatrice du label des villes et villages fleuris pour la Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Voilà. Et je voulais juste intervenir, mais vous venez d'en parler, Guillaume. C'est effectivement l'importance de la communication. On le voit effectivement beaucoup. Enfin, moi, pour visiter beaucoup de cimetières, hein, on le préconise vraiment auprès des élus. C'est important de communiquer, de mettre de l'affichage sur place pour expliquer aux personnes ce qui se passe, ce que la commune est en train de faire, et également aussi dans le bulletin municipal, pour que vraiment tout le monde soit au courant de la démarche de la commune. Et par rapport à l'arbre, alors je n'ai pas tout suivi avant ce que vous avez dit, mais pour vous dire que dans les critères au niveau de la grille d'évaluation que l'on utilise en tant que membre du jury pour les communes, je peux vous assurer que les membres du jury aujourd'hui et encore plus demain, on est vraiment très attentif à ce qui se passe autour de l'arbre sur la commune. Voilà, c'est vraiment un point. Des fois, on a un petit peu de colère, on va dire, sur ce qu'on peut voir, comment est traité l'arbre dans les communes, sur la taille. Alors, on comprend qu'il y a des fois un côté historique au niveau de la taille, mais quand il n'y a pas de gêne, quand vraiment ça peut apporter, alors on insiste sur les îlots de chaleur ou les îlots de fraîcheur, hein, on insiste sur ce point et vraiment on sensibilise maintenant de plus en plus les communes sur la plantation, l'enherbement des trottoirs et aussi une réflexion sur les espèces, quoi. Parce que vous parliez tout à l'heure de fleurs, de tapis de fleurs, etc. Et ce qu'il faut aussi, c'est être sensibilisé à ce qu'on peut apporter localement aussi, sans importer des espèces qui ne correspondent pas au climat de la commune, à la configuration. On sait maintenant qu'il y a des entreprises qui, je crois qu'il y a une association au niveau de la Nouvelle-Aquitaine qui développe des semences locales de fleurs locales. Et ça, c'est important. Et aussi par rapport aux arbres, à bien faire attention, parce qu'on peut avoir des envies, le maire, les élus, voilà, vous parliez d'un olivier, mais on peut avoir des envies personnelles. Tiens, j'aime bien ça, mais il faut faire attention aussi aux conséquences que ça peut avoir et aussi à la durée, à la pérennité des sujets. Voilà.
Oui, alors je rebondis par rapport aux arbres. Depuis, je ne sais pas si c'était intégré à la loi Labbé d'ailleurs, il y a un article qui est codifié maintenant dans le Code de l'environnement qui protège les arbres d'alignement. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. C'est l'article 172. Je vous partage l'écran. Vous voyez? On est sur Légifrance, là. Oui, donc, c'est l'article 172, en fait, qui, en gros, qui protège les arbres d'alignement. Et il y a un terme qui est très, très important là-dedans, c'est de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée. Et ça veut dire quoi? Ça préserve également les tailles radicales, des tailles radicales. Alors, je ne sais pas s'il y a encore de la jurisprudence là-dedans, mais moi, je lis ça en tant que spécialiste, je me dis, porter atteinte, quand vous taillez radicalement un arbre, quand vous faites ce qu'on appelle dans le jargon de la tawa, vous portez atteinte à l'aspect de l'arbre. Okay. Et donc là, aujourd'hui, vous avez un outil dans le Code de l'environnement qui vous permet de dire, alors, c'est uniquement valable pour les alignements d'arbres, donc c'est un peu particulier, mais c'est déjà pas mal, et qui vous dit, voilà. Merci beaucoup, oui, c'est très, très intéressant. Voilà, donc ça, ça date 2016, oui. C'est la loi Labbé. Voilà. C'est juste un petit rappel, mais au-delà de la classification que vous pouvez avoir sur les documents d'urbanisme, parce qu'aujourd'hui, vous avez des choses, aujourd'hui, vous ne touchez pas une feuille d'un arbre. Vous avez des trucs, genre les espaces boisés classés, les sites inscrits, vous avez des parcs qui sont classés comme monuments historiques, vous avez les SPR, voilà, etc. J'en passe, tout ce qui est classement d'urbanisme, tout ce qui est zone N, etc. Vous avez l'article 127.7 du Code de l'urbanisme, tout ce qui est éléments paysagers à préserver. Vous avez énormément d'outils au niveau urbanistique pour protéger vos espaces. Ça, c'est évident. Après, voilà, c'est aussi localement à adapter parce que voilà, vous avez des choses qui sont tellement contraignantes aussi, il faut bien choisir l'outil. Il y avait une question sur l'adaptation de la palette végétale. Est-ce que l'adaptation de la palette au changement climatique ne participe pas aussi à une réduction de la biodiversité, notamment locale, vu qu'on est dans un remplacement des espèces? Alors, peut-être qu'on pose la question à l'envers. En fait, déjà, il y a un certain nombre de choses à dire. Première chose, c'est que la biodiversité urbaine, de manière générale, il y a plusieurs papiers qui l'ont démontré, elle est plus importante que la biodiversité que vous avez autour des villes. Pourquoi? C'est qu'en fait, vous avez des plantes, en fait, la biodiversité horticole, etc., qui a aussi participé à la biodiversité, est plus diversifiée. Vous avez plus d'espèces. Ça, c'est la première chose. Après, vous avez des espèces qui vont être dites rudérales, qui vont participer, qui vont s'implanter spontanément, qui vont être capables de résister au milieu urbain, aux perturbations, aux travaux, au piétinement, aux pollutions, etc. Ça, vous en avez tout un cortège. L'idée, ce n'est pas de remplacer les espèces horticoles par des espèces locales. Vous avez, au gré des aménagements, des changements dans le tissu urbain, parce qu'aujourd'hui, un aménagement urbain, ça vous fait entre 20, 30, 40, 50 ans grand maximum. Voilà, vous refaites une place, par exemple, votre revêtement, du fait de sa durée de vie, va devoir être refait. Votre place va devoir être refaite dans 20 à 30 ans. Voilà, c'est comme ça. Du coup, vous allez devoir forcément remodeler votre espace aussi à la faveur de changements d'usage, par exemple, ou de normes, par exemple. Je ne sais pas, moi, en 2035, les normes d'accessibilité passeront à 2 mètres, admettons. Et là, ça va complètement remodeler l'espace urbain en France, par exemple. Parce que quand on devra refaire quelque chose, ça va… Et du coup, ça veut dire que les espaces de nature qui sont dédiés à la nature en ville, eux aussi, vont devoir être complètement remaniés. Je prends un exemple, il y a une entrée-ville que l'on a refait à Vichy. Le profil de voirie a été complètement changé, radicalement, et du coup, on a supprimé le fleurissement qui était au milieu. Mais on n'a pas supprimé le fleurissement par plaisir, c'est juste qu'en fait, on a réduit la place de la voiture,
et on a végétalisé de part et d'autre. Et la palette végétale que vous allez installer dedans, après, il ne faut pas dire qu'elle est bonne ou mauvaise. Il faut juste éviter les plantes invasives, ça c'est la base. Mais après, de dire que c'est bon ou pas bon, c'est assez c'est clivant. Il ne faut pas dire voilà, c'est bon ou pas bon. Il n'y a pas d'histoire de remplacement. Il faut juste trouver le juste milieu entre de nouvelles implantations, l'introduction de nouvelles espèces sur des espèces qui n'existaient pas avant, du renouvellement d'espaces de nature qui existaient déjà, mais dont la palette végétale, entre guillemets, les végétaux arrivent à échéance, c'est-à-dire qu'ils sont en train de mourir, ou alors ils n'ont plus l'aspect qu'ils devraient avoir ou que l'on recherche. Et à ce moment-là, il faut les renouveler. Voilà, donc c'est vraiment à chaque situation sa solution. Mais non, on est plutôt à augmenter la biodiversité plutôt qu'à la diminuer, et ça passe aussi par du remplacement d'espèces des fois, mais pas que. C'est un peu une réponse de Normand, mais Non, mais merci. C'était plus que oui, je m'interrogeais par exemple sur notre contexte. Là, on est plutôt sur la Creuse et qu'on parlait de plantes méditerranéennes. Ça faisait un peu un grand écart en termes de climat et de paysage de base, en quelque sorte. C'est pour ça que je parlais de… Non, bien sûr. Alors après, sur ces histoires d'origine, etc., c'est un des plus vieux débats des écologues. Vous savez que, par exemple, les pommiers, l'origine des pommiers, c'est l'Asie mineure, quoi. Voilà. Le noyer, pareil. Le platane, qui a aujourd'hui un rôle culturel, quoi. C'est une plante qui était identifiée en Espagne. Le marronnier, par exemple. Le marronnier, typiquement. Le marronnier, c'est les Balkans. Voilà. Enfin, et j'en passe, quoi. Et en gros, où se situe la limite? C'est qu'en fait, les frontières, enfin, après, on tombe dans des réflexions philosophiques, quoi, mais c'est le terme de frontière, en fait, et de région, etc., c'est quelque chose qui est complètement anthropique, quoi. Enfin, s'il y a les végétaux, la graine, elle ne va pas s'arrêter à la frontière et puis montrer son passeport, quoi. Enfin, et du coup, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver, et c'est ce qu'on essaie de faire, nous, aujourd'hui, c'est que, par exemple, dans les arbres, on essaie de limiter l'utilisation d'arbres d'origine asiatique et nord-américaine, par principe. Parce qu'on sait qu'il y a un fort potentiel pour que ces espèces-là, voilà, s'acclimatent et se naturalisent, quoi. Mais rien ne nous dit que l'arbre, je sais pas moi, que le chêne à feuilles de châtaignier qui est originaire du nord de l'Iran, qui est super en termes de résistance face au changement climatique, de rusticité, il se conduit très bien, et voilà, et que demain, il ne se naturalise pas. Voilà. Et sachant que ces naturalisations, elles peuvent intervenir 2-3 ans après l'introduction, ou elles peuvent intervenir 150 à 200 ans après. C'est l'exemple de l'élante, par exemple. L'élante, avant, elle n'était pas du tout invasive. Aujourd'hui, on en retrouve un peu partout. Voilà. Donc, c'est très, très compliqué, quoi. Et en fait, ce qui est dangereux, c'est les visions dogmatiques. Enfin, en tant que gestionnaire, il faut s'interdire certaines choses. Vous n'allez pas planter de la renaude du Japon, vous n'allez pas planter de la ramener Gundo. Voilà. Enfin, il y a des interdits, entre guillemets, qui doivent évoluer au gré de l'avancée des connaissances. Mais il faut aussi s'imposer certaines limites, quoi. Voilà. Donc après, à Vichy, voilà, je parle pour notre paroisse, hein, enfin, c'est la première chose que j'ai dite, hein, on ne veut surtout pas imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Chacun fait un peu en son âme et conscience avec les connaissances que l'on a techniquement aujourd'hui. À Vichy, on essaie de s'imposer ça, on essaie puis voilà, dans les annuels, vous avez les 3/4 qui sont mexicaines, sud-africaines. Donc voilà, on essaie un peu de contenter tout le monde, d'emmener tout le monde dans le même sens et de ne pas être clivant. Je ne sais pas s'il y a… Voilà, il faut emboîter le pas aux démarches de végétal local, de valorisation de la démarche d'aller prélever dans la nature, valoriser ces végétaux-là, montrer que ce n'est pas des mauvaises herbes, c'est déjà le mauvais herbe, voilà, c'est à la poubelle. Et tout ça, on essaie de le faire évoluer. Et il faut emmener tout le monde et essayer de trouver une sorte de règle, un peu règle du jeu, pour que tout le monde s'y retrouve
et qu'on ne finisse pas que planter du chêne pédonculé qui claquera 5 ans après l'avoir planté, ou de l'érable sycomore qui sera bouffé par de la maladie de la suie, ou du chancre coloré qui finira mort avec le chancre coloré, etc. Enfin, c'est le châtaignier, voilà, on fait une croix dessus. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des espèces qui vont remonter, dont la dynamique aussi va complètement changer. Le bouleau, il ne va pas disparaître, le bouleau, mais il ne durera pas 30 ans, quoi. Il durera 15 ans, 20 ans, etc. Puis après, il finira par complètement cramer à la première sécheresse. Voilà, on est plutôt maintenant à jouer sur la palette végétale que l'on a localement, régionalement, interrégionalement, par exemple du chêne vert, par exemple du chêne pubescent, par exemple. Du chêne pubescent, on en a localement, mais c'est une des espèces qui est la plus résiliente face au changement climatique. Sachez qu'aujourd'hui, les forestiers sont complètement paniqués. Enfin, c'est la catastrophe. Enfin, là, ils en sont à se poser des questions par rapport au cèdre. Avec le scolyte de l'épicéa, enfin, c'est catastrophique, quoi. Voilà. Donc, j'ai pas de bonne réponse, mais il faut aller dans le bon sens. Il faut aller dans la préservation de la biodiversité locale, lui donner le plus de place possible, répondre aux enjeux patrimoniaux et diversifier un maximum face au changement climatique et ponctuellement à aller chercher peut-être un peu plus loin que le terme de frontière, quoi. Voilà. Je ne sais pas si ça répond un peu à vos questions. Si, merci. L'idée, c'est aussi d'alimenter la réflexion, quoi. C'est que les gens se posent des questions, s'interrogent, etc. Voilà. En termes d'arbres, oui. Non, pardon, vas-y. Non, mais en termes d'arbres, pour vous donner des billes sur ce qu'on fait, le tilleul tomenteux, le tilleul argenté, typiquement, on en plante pas mal. On plante, donc voilà, on a testé le chêne de Grèce, le chêne de Macédoine, le chêne du Liban, qui sont botaniquement assez proches, hein, le chêne à feuilles des châtaigniers aussi. On a testé même des chênes californiens, c'est pour vous dire à quel point on transgresse. Des érables méditerranéens, par exemple l'érable d'Italie, l'érable de Montpellier, qu'on ne trouve pas très loin, même régionalement. Voilà. Après, il ne faut pas hésiter à solliciter, alors je n'irai sous la torture vous l'avoir dit, parce qu'ils vont être peut-être noyés d'appels, mais le conservateur botanique, qui connaît très très bien. Aujourd'hui, vous avez un site internet qui s'appelle PIF. Alors, c'est un mauvais jeu de mots, mais attendez, je vais partager l'écran. Voilà, PIF qui s'appelle PIF pour Pôle d'information Flore Habitat, qui est un outil qui est accessible à tous, hein, et qui vous permet de connaître l'implantation et la répartition de chaque espèce, son niveau de vulnérabilité et de menace en termes de rareté, son statut d'indigénat ou pas, est-ce que c'est une plante qui est indigène, que l'on trouve qui est en cours de naturalisation, etc. Donc, par exemple, vous allez là, vous cliquez sur la fleur en ligne, vous avez taxon, par exemple. Je sais pas, on tapait, par exemple, l'érable de Montpellier, par exemple, Acermon spéculanum. Voilà. L'érable de Montpellier. Il faut connaître un peu les noms, mais je suis sûr que vous avez, par peut-être nom commun. Et hop, voilà, vous avez la répartition régionalement sur la région Aura. Alors vous n'êtes pas là-dessus. Alors je vous dis des bêtises peut-être. Mais bon, pour la région Aura, par exemple, voilà, on a cet outil et on peut aller rentrer là-dedans. Je pense que… Alors vous dépendez peut-être du conservateur botanique d'Arcachon, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Dans l'Auvergne, on dépend du conservateur botanique du Massif central. Voilà, et du coup, vous allez, voilà, vous savez qu'on en a pas très loin. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, si c'est un outil qui vous paraît intéressant ou pertinent. Voilà, vous avez des informations botaniques sur l'écologie du végétal. Voilà, le niveau de menace en Rhône-Alpes, en Auvergne, en France. Est-ce que c'est une plante qui est protégée, par exemple? Ça aussi, vous pouvez le savoir. Parce que si c'est une plante qui est protégée, vous n'avez pas le droit de la prélever. Et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est un outil qui est assez intéressant. Je ne sais pas. Alors, peut-être que tu le sais, Marin, de quel conservateur botanique vous dépendez? C'est le même, c'est Massif central.
Massif Central, alléluia. Du coup, vous avez, Oui, ça au besoin, un super outil. Au besoin, effectivement, on peut mettre en relation, avec nous, c'est notamment un monsieur qui s'appelle Laurent Chabrol, qui effectivement s'occupe un peu de la partie Limousin. Donc, il n'y a aucun souci pour nous, pour vous mettre en relation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, témoignages, réflexions? Je vois l'heure qui tourne. Moi, je retiens en tout cas de ton intervention, Guillaume, aussi vraiment l'attention en fait qu'il faut porter aux espaces plantés, dans le sens où effectivement, je dirais que c'est un regard, une observation du quotidien, ou en tout cas régulière, pour aussi voir ce qui marche pas. On a eu tout à l'heure aussi un témoignage autour des lavandes, de dire tiens, on se rend compte que ça fonctionne. Et à ce moment-là, quand on a comme ça des végétaux qui fonctionnent bien à un endroit, on peut se dire que on peut au moins se donner une première base de plantation avec des végétaux qu'on connaît, qu'on sait entretenir, qu'on sait gérer, et qui vont permettre aussi comme ça d'avoir une assise sur des plantations. Et puis, et vraiment de conforter ces espaces plantés autour de quelques végétaux comme ça un peu phares, et qu'on est sûr de pouvoir mener, et aussi d'avoir comme ça des plantations bien toute l'année. Et je retiens aussi effectivement l'ensemble des outils, en fait. C'est ça, on se rend compte, c'est peut-être à chacun aussi, à chaque collectivité, de se constituer sa propre boîte d'outils. Alors, tu parlais tout à l'heure effectivement des ABC, des atlas de biodiversité communale, qui sont vraiment, je trouve, des outils intéressants. On a notamment actuellement la souterraine qui est, alors peut-être que Christophe peut en parler un petit peu, de savoir où ils en sont. Mais effectivement, on a des communes, on a aussi la Selle du Noise qui l'a fait il y a quelques années. On a des communes qui aujourd'hui portent justement ce type de projet, qui permet aussi d'avoir vraiment une cartographie et une connaissance de son propre patrimoine. Christophe, je ne sais pas si tu veux en parler en quelques mots. Vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend. Oui, non, je ne suis pas spécialement dédié à la biodiversité. C'est Yannick Fillou qui va gérer ça par les espaces verts. Et c'est en train de se mettre en place tout doucement. Et il y a eu une grosse relation de fait avec toutes ces associations. Et ça c'est un gros travail de départ. Donc c'est tout ce que je peux dire. Mais c'est assez énergivore en temps. Donc voilà. Et c'est intéressant, c'est sûr. Ouais, là-dessus, alors là, nous, on va mener cette année la mise à jour de nos données, et on va faire d'autres sites à travers l'étude, et on va essayer de mettre en place ce qui se fait ailleurs, c'est un atlas dynamique et participatif de la biodiversité. Via un portail, entre guillemets, on voudrait, c'est l'idée qu'on en a, on va voir la faisabilité, puis combien ça coûte, de donner un accès via un portail, en fait, à la possibilité aux gens, en s'inspirant des protocoles de sciences participatives que vous connaissez peut-être, tout ce qui est florilège, propage, etc., de donner la possibilité aux gens de participer à la connaissance de la biodiversité de leur commune. Voilà. Je vous avoue que ce serait bien si nous, on avait une association un peu naturaliste localement qui était un peu porteuse, un peu moteur là-dessus. Là, c'est nous qui portons tout. Donc, c'est chronophage, c'est voilà. Et voilà, donc c'est juste, c'est un outil. Alors, on vous dira, peut-être dans 5 ans, on était un peu à côté de la plaque, ou voilà, mais c'est quelque chose qui se fait. Je sais que la métropole de Rennes est en train de mettre ça en place. Je pense que c'est quelque chose qui peut être adapté pour des petits territoires aussi, sachant que il faut pas, il faut faire confiance aux gens, je pense, parce que des fois on nous dit, c'est une question qu'on s'est posée aussi, on dit si c'est les gens qui font les inventaires, quelle est la valeur de cet inventaire, à quel niveau de confiance on peut placer le curseur pour dire est-ce que c'est bien une porcelaine enracinée, ou est-ce que c'est bien un Puyo Véloce, ou je sais pas quoi. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui il y a une telle, en fait, c'est ce que je vous montrais sur
sur le par rapport au PIF, là, vous avez de tels outils en ligne accessibles à tout le monde que si la personne est un peu voilà, sensée et un peu intéressée et curieuse, en général, il y a peu de chances qu'elle se plante, quoi. Enfin, si elle a bien la fleur, si elle a bien tous les organes de la plante, par exemple, elle pourra très bien participer. Voilà. Aujourd'hui, on en est là pour l'instant. Enfin, on vous fera un retour voilà, dans 3-4 ans pour voir si c'était un succès ou un gros échec. Mais bon, voilà, qui ne tente rien, on vous dira. En tout cas, moi, je note par exemple sur effectivement la souterraine. Alors, effectivement, comme disait Christophe, c'est vrai que c'est beaucoup de temps. Mais je trouve qu'il y a par exemple au niveau des réseaux sociaux, il y a une page Facebook qui a été faite autour de l'Atlas de la biodiversité. Et on sent qu'il y a une vraie dynamique. Enfin, voilà, ça permet aussi de porter à connaissance ces démarches au niveau du grand public et de créer justement un engouement et un intérêt pour ces questions-là et justement de porter le regard sur des choses, sur des végétaux qu'on a souvent dénigrés ou en tout cas supprimés de manière assez systématique pendant de nombreuses années. Donc, en tout cas, ça a vraiment… Il y a un truc que l'on dit souvent entre nous, c'est que c'est une question de représentation. À partir du moment où vous faites rentrer une adventice, vous prenez une belle photo au bon moment de la journée, une photo qui va être magnifique de la plante, en fait, ce sera plus une adventice. Voilà. Il faut faire rentrer ces végétaux-là dans des cadres, dans des représentations. Il faut les représenter pour que les gens, c'est comme vous, voilà, les gens adhèrent voilà, aux impressionnistes, enfin, au mouvement des impressionnistes, parce que voilà, ça a été énormément vu, vous avez vu ça dans les musées, etc. À partir du moment où vous faites représenter ces végétaux, mais il ne faut pas prendre une photo juste technique, botanique, parce que là, il n'y a pas d'intérêt. Mais si vous avez des belles photos avec une belle lumière, etc., ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et c'est ce qui nous a permis de faire passer la pilule des 25 hectares de prairies du jour au lendemain à Vichy. Des belles photos voilà, prises tôt le matin ou avec une belle lumière à travers les arbres, etc. Tout de suite, ça donne un côté un peu romantique. Blague à part, c'est assez important. C'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Là, donc on a une distribution de vivaces locales là, début juin. Je vais vous partager l'écran. Est-ce que je vais le trouver? On a fait un petit catalogue de vivaces locales au jardin. Je vais essayer de le retrouver. Si j'arrive à le trouver. Voilà. Alors, c'est en avant-première. Hein. Personne ne l'a vu encore. Nous mesurons la chance que la chance que vous avez. nous permets. Voilà. Donc, c'est une première version. Donc on a créé un petit catalogue en fait en format A5. Donc, du A5, c'est du A4. Voilà, c'est ce format-là. Hein, c'est la taille d'une main, quoi. Qui serait disponible numériquement, donc en ligne, où c'est une sorte de micro-catalogue en fait. On va avoir une vingtaine d'espèces à peu près que vous trouvez autour de Vichy naturellement et que l'on cultive nous et que les gens pourraient utiliser au jardin comme n'importe quelle tulipe ou autre prime vert. Voilà. Et du coup, il y a tout un travail de présentation avec le service com. Est-ce que ça va marcher? Voilà. Donc, on explique le pourquoi du comment, 2-3 idées pour le jardinage. Et après, différents petits catalogues avec les espèces, avec une recherche biblio derrière, etc. Voilà, et ainsi de suite. Voilà. Autre chose qu'on a fait, c'est… J'en ai pas sous la patte, là, mais on a fait des cavaliers, c'est des sortes de petits sachets de graines que vous pouvez commander d'ailleurs. Hein. Vous avez une boîte qui s'appelle Novaflore, qui est basée, je crois qu'elle est basée en Nouvelle-Aquitaine d'ailleurs, qui fait ça. En fait, vous décidez du mélange que vous avez. Alors, ils en ont des tout faits, et vous pouvez décider du mélange que vous voulez, notamment des plantes que vous avez localement, et vous les
vous les commandez toutes faites en fait. Donc vous avez avec un bon à tirer, avec une charte par exemple que vous avez au niveau de votre collectivité, et vous achetez ça. Alors je ne sais plus combien ça coûte, je crois que c'est peut-être entre 1 et 2 euros le sachet de graines, et vous les distribuez comme ça. Ça, c'est ce qu'on a fait. On l'a fait, ça fait 2-3 ans qu'on le fait. Et une dernière chose que l'on a faite également sur la flore spontanée, c'est un guide éventail. Alors, je vous fais un peu de la promo, hein. Donc, c'est un guide éventail sur la flore spontanée à Vichy qui est issu de l'inventaire où, en gros, on donne les caractéristiques botaniques pour que les gens puissent les reconnaître. Par exemple, voilà, l'herbe à Robert. Voilà, vous avez comme ça toutes les plantes et puis c'est recto verso. Et c'est des choses que l'on distribue un peu aux administrés lors de l'événement, quoi. Voilà. Et pareil, ça fait partie, voilà, de faire rentrer la biodiversité dans un mode de représentation, quoi. Voilà, j'arrête. S'il n'y a plus de questions, je ne sais pas, Aline, on se dit que… attendez. Oui. Écoute, c'était pour donner en fait la suite à donner par rapport à ça, notamment pour les communes qui souhaiteraient du coup s'inscrire dans cette démarche de pré-labellisation au niveau du département. Du coup, on vous enverra un petit bulletin d'inscription à venir très, très rapidement pour qu'on puisse organiser les visites sur le terrain avec Marin et certainement d'autres partenaires au tout début du mois de juillet. Voilà ça pour la suite, très concrètement pour Ville et Villages Fleuris. Ensuite, j'imagine qu'on pourra diffuser l'ensemble de la présentation de Guillaume qui était très complète et très pragmatique à l'ensemble des participants. Et peut-être, Evelyne, si tu veux conclure ou si tu as une information à faire passer auprès du réseau de la Creuse. On a perdu Evelyne. Ouais, et puis encore une fois, merci d'avoir assisté à cette conférence. Merci à toi, Guillaume. Merci à Marin. Merci à tout le monde qui a permis d'avoir ces échanges ce matin. On reste disponible avec Marin pour tout ce qui est de l'accompagnement. Tout à fait. Voilà, pour ajouter, effectivement, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Guillaume parlait tout à l'heure aussi des plantes envahissantes. Il y a également le CPE des Pays creusois qui est le référent départemental sur ces questions-là. Donc, n'hésitez pas aussi à le solliciter. Voilà, on sait que d'une commune à une autre, en fonction aussi des moyens humains et financiers voilà, en œuvre, ce n'est pas toujours évident. Donc, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous pour essayer qu'on avance tous ensemble sur l'ensemble de ces questions. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous.